beaucoup notre empereur, nous sommes prêts à continuer à nous battre sous son juste commandement, mais il serait tout de même bon qu'il abdique. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'un coup d'État? Les Russes, les habitants de Pétrograd surtout, se sentent totalement libres, une liberté conquise et pense-t-il pour toujours. L'abdication de Nicolas II, celle du successeur qu'il s'est donné, son frère Michel, ont mis un terme définitif à l'histoire des Romanov. Les prisons se sont vidées pêle-mêle des politiques et des droits communs. Un homme à la barbe blanche est trop heureux pour ne passer qu'une seule fois devant la caméra. Kerensky, qui pose ici avec celle qu'on appelait la grand-mère de la Révolution, est un homme clé du moment, à la fois membre du gouvernement issu de la Douma et vice-président du Soviet, les deux pouvoirs antagonistes. Le Soviet, émanation directe du peuple de Pétrograd, et qui siège nuit et jour dans un climat de perpétuel happening, défend les intérêts des soldats et des ouvriers. Soviet et Douma se partagent le palais de Tauride, une aile chacun. Le gouvernement du prince Lvov rêve d'une démocratie à l'occidentale. Il se veut fidèle aux engagements pris avec les Alliés, continuer la guerre jusqu'à la victoire. Mais il est impuissant devant les décisions révolutionnaires du Soviet, par exemple le célèbre décret numéro 1 qui casse, au profit des soldats, les principes de respect, de discipline et d'obéissance absolue, de règles dans l'armée. Quand le décret numéro 1 a supprimé les différences entre les officiers et les soldats, a eu lieu ce que l'on appelle un relâchement général de la discipline. On se trouvait dans des situations où des régiments entiers étaient ivres, demandaient au commandement leurs soldes, demandaient des vêtements, demandaient des équipements, de nouvelles bottes et à boire. Ils demandaient aussi que l'artillerie ne tire pas sur les tranchées ennemies, pour que les Allemands ne les attaquent pas en retour. En d'autres termes, c'était n'importe quoi. La même chose se produisait sur le front Est, par exemple dans l'armée française. Mais pour le commandement français, c'était très simple. Ceux qui ne respectaient pas la discipline étaient fusillés, point. Alors que chez nous, l'exécution d'un soldat qui ne respectait pas l'autorité était suivie d'une rébellion des comités de soldats. Le décret numéro 1 donnait aux soviets une autorité complète sur l'armée, en particulier sur les régiments stationnés à Pétrograd, à qui on avait promis que, en échange des services rendus pendant la Révolution, ils ne seraient jamais envoyés au front. Promesse qui, plus tard, joua un rôle important. Au front, les hommes ne pensaient plus qu'à rentrer chez eux, à retrouver leur famille, leur terre. Il y a eu plusieurs millions de déserteurs, et le slogan « La paix, la terre » constitua la plus efficace arme de propagande et de recrutement des bolcheviks. À Saint-Pétersbourg, le Champ de Mars perpétue le souvenir du 23 mars 1917. Ce jour-là furent célébrées les funérailles solennelles des martyrs de février, des 1500 morts. Il n'y avait pas un seul pope, c'était le premier enterrement civil de l'histoire de la Russie. Selon certaines données, 1 million de personnes seraient passées à travers ce champ. 1 million. Si l'on tient compte du fait qu'à Pétrograd, à cette époque, il y avait 2,5 millions d'habitants, plus d'un tiers des habitants étaient là. Mais si l'on compte ceux qui, d'une façon ou d'une autre, participaient à cette marche, mais qui n'ont jamais rejoint le Champ de Mars, il apparaît alors clairement que la majorité des citoyens y a participé. En fait, c'était une des plus importantes manifestations de l'histoire de la Russie et une expérience dramatique pour le peuple. La foule était unanime pour saluer ceux qui avaient sacrifié leur vie pour la liberté contre le despotisme. Mais ce moment d'émotion partagée masquait des divergences insurmontables entre partisans de la guerre pour arrêter la révolution et partisans de la paix à tout prix, voire de la défaite pour hâter la révolution. Entre ceux qui attendaient la démocratie grâce à des élections pour une assemblée constituante et les autres qui proclamaient tout le pouvoir aux soviets.
Bientôt, quelqu'un aura la volonté et la force d'effacer ces contradictions, ce désordre, cette anarchie. C'est Lénine. Lénine sur le chemin du retour en avril 17 à Stockholm. Il voulait rentrer en Russie à tout prix. À la suite d'obscures tractations, les Allemands mirent à sa disposition le fameux wagon dit plombé pour aller de Suisse en Suède en traversant l'Allemagne. Pour l'état-major allemand, l'influence, l'action d'un défaitiste aussi convaincu que Lénine, chef d'un parti non moins résolu, valait de l'or. Ce qui ne fait pas de Lénine un espion allemand, mais seulement un allié objectif. La réception à Petrograd fut presque aussi grandiose que la vision qu'en donne Eisenstein. Et Lénine ne déçut pas les Allemands. Il attaqua violemment le gouvernement russe, tous les partis dits révolutionnaires et leurs chefs. Il condamna la guerre impérialiste, favorable à la paix sans annexion, en rêvant de la guerre civile européenne et de la révolution mondiale. Il stupéfia même ses partisans par son opposition absolue à toute alliance, décidé à se battre contre tout le monde, y compris, quand il le fallait, les bolcheviks. Il est vrai que Lénine est souvent minoritaire dans son propre parti, ou du moins au bureau de son propre parti, et que dès avril, quand il arrive, eh bien, il stigmatise ceux qui avaient jugé qu'il fallait participer, pas au gouvernement de Kerensky, mais au moins le soutenir politiquement. Et ceux-là, c'est-à-dire à l'époque Kamenev, même Staline, à cette époque, qui ne joue pas un rôle très important, mais qui existe quand même dans le bureau, eh bien ceux-là jugent que Lénine exagère, il va trop loin, n'est-ce pas? Or, c'est Lénine qui sent mieux l'exaspération populaire qui exige une révolution totale qui ira jusqu'à l'armistice et la paix séparée s'il le faut. Bon. Donc, comme il voit clair, même s'il est minoritaire, peu à peu, on se rapporte à lui. Le gouvernement a confirmé secrètement aux Alliés sa volonté de continuer la guerre. Très vite, le secret s'évente et Petrograd descend une fois de plus dans la rue. Au mot d'ordre bolchevique, démission du gouvernement, tout le pouvoir aux soviets, répondent des Lénine espions allemands. La ville, le pays sont au bord de la guerre civile. Tensions entre patrons et ouvriers, occupation de terres, revendications nationalistes des peuples non russes, tout cela se multiplie. Les partis socialistes membres du Soviet rentrent au gouvernement, mais pas les bolcheviks, qui deviennent le seul parti d'opposition intransigeant sur ces mots d'ordre du pain, la terre, la paix, et donc de plus en plus populaire. D'abord, les ouvriers étaient particulièrement fiers. Nous avons fait la révolution de février. Nous avons chargé des soldats armés de baïonnettes. Alors logiquement, on devrait peut-être avoir plus de droits que les autres après la révolution. Deuxième point, ils étaient organisés politiquement, mieux que n'importe quel autre groupe. Les ouvriers avaient les soviets, des députés, des travailleurs, des unions professionnelles, des syndicats dans les entreprises qui contrôlaient la situation. Il y avait des organisations culturelles, une milice des travailleurs et la garde rouge. Ils étaient très organisés. Souvent, une personne pouvait être membre de plusieurs organisations à la fois. En attendant de devenir Premier ministre à la place du trop conciliant prince Lvov, Kerensky est ministre de la guerre. Le 18 juin, il lance une grande offensive qui en 2 semaines se termine en déroute. 400 000 hommes sont hors de combat. Le 18 juin, dans la rue, les bolcheviks crient à bas l'offensive et Lénine proclame « Notre parti est prêt à tout moment à prendre le pouvoir entre ses mains ». Kerensky avait voulu provoquer un grand sursaut national pour défendre les conquêtes de février. La défaite lui fait perdre tout ce qui lui reste de soutien populaire. Et le gouvernement, c'est-à-dire celui du prince Lvov ou celui de Kerensky, au fond, c'était un gouvernement qui prenait des décisions au niveau international, de négocier avec les Anglais, un armistice peut-être ou pas, de ceci, cela, mais qui dans la vie quotidienne des gens n'avaient plus d'efficience. Et pourquoi? Parce que ce que demandaient les gens les 40 heures,
on ne voulait pas les donner, les 40 heures, parce que si on les donnait tout de suite, les usines ne travailleraient plus et on n'aurait plus assez de canons pour lutter contre les Allemands. Donc, ce pouvoir par en haut n'avait pas d'efficience. Alors que le pouvoir par en bas, c'était la réalité de la société. Et ce que les bolcheviks ont su faire, c'est greffer ces comités de quartier, ces soviets, etc., sur leur parti et de mettre des bolcheviks dans tous ces comités que peu à peu ils ont contrôlés. Maxime Gorky, le plus célèbre écrivain russe de son époque, antitsariste convaincu, avant 17, il soutenait financièrement Lénine et le parti bolchevique. Mais il aimait passionnément sa patrie et ne pouvait accepter, selon ses propres termes, de voir une révolution asiatique déferler et détruire la Russie. Gorky n'avait rien d'un noble. C'était un représentant non pas du prolétariat en général, mais des ouvriers. Son grand-père était le superviseur d'un atelier de peintre en bâtiment, de ces entreprises qui ne changent pas au cours du temps. Il était grand connaisseur et collectionneur de vases chinois, de porcelaine chinoise. Il aimait les livres, non pas seulement en tant que source de connaissances, mais comme œuvre d'art. Il adorait les meubles sculptés, la soie et les beaux bibelots. Pour lui, tout cela, c'était la culture. Évidemment, la destruction de la culture était une tragédie pour lui. Et quand il a vu le contenu réel de la révolution, il a adopté l'attitude d'un intellectuel effrayé qui lui allait mieux que celle du prolétariat. C'est comme ça que les pensées intempestives furent écrites. Après la Révolution, Gorky rejoignit le léninisme victorieux et plus tard encore la Russie de Staline. En 1917, il est clair que son attitude n'est même pas ambivalente. Elle est extrêmement anti-bolchevique, parce qu'il considère qu'ils sont un culte et ne comprennent pas du tout ce dont la Russie a besoin, parce qu'en fait, il les considère comme des étrangers. Il s'étend sur le fait qu'ils étaient tous à l'étranger. Ils n'étaient ni à Moscou, ni à Saint-Pétersbourg, et ils n'arrivent qu'après. Par exemple, quand il parle de la manifestation du 18 juin, il dit « C'est la manifestation de l'impuissance des éléments loyaux. Seuls les bolcheviks ont manifesté. Je commence à les mépriser et à les détester. Quelle bande d'authentiques crétins russes. » La majorité de leurs banderoles appelait à la démission des 10 ministres bourgeois, alors qu'il n'y en avait que 8. Kerensky, bien des années plus tard, exilé en Amérique, n'avait rien perdu de son étincelante éloquence, de ses convictions ou de ses espoirs, à une époque où cela pouvait paraître chimérique. I am no prophet, but I know Russia, and I am sure that the democracy will win before long. Il était socialiste, mais pas marxiste. Il fut un des acteurs principaux de cette révolution de février. Il était meilleur révolutionnaire qu'homme d'État, plus doué pour la parole que pour l'action. J'entends par la fenêtre, au loin, un discours avec des applaudissements. Et ensuite, quand j'ai demandé qu'est-ce que c'est, on m'a dit mais c'est Kerensky qui parle. Et il parlait aux soldats avec sa fougue habituelle. Il leur faisait honte. Vous devez défendre les conquêtes de la Révolution. Vous défendez la terre que la Révolution vous a donnée, etc. Alors un soldat dit, la terre, mais si je suis tué, est-ce que je l'aurai la terre? Alors Kerensky l'a accablé de tout son mépris. Je ne sais plus en quel terme exactement, mais l'autre en est tombé comme mort.